Vous venez d'acheter une scie circulaire ou alors vous allez en utiliser une pour la première fois, faites super gaffe. La scie circulaire, c'est un outil qui est hyper utile, mais aussi hyper dangereux. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous indiquer 15 erreurs qu'il ne faut absolument pas faire avec une scie circulaire et à chaque fois de vous donner des astuces pour vous donner la bonne solution. Pour qu'on soit sur les mêmes bases, je vais juste vous indiquer les différents noms des composants principaux qu'on retrouve sur une scie circulaire. Comme ça, on pourra parler et on aura tous le même vocabulaire. Une scie circulaire, il y a différents types de modèles. Soit vous avez des modèles filaire avec du coup le cordon d'alimentation, soit vous avez des modèles électroportatifs comme celui-ci où vous pouvez mettre à l'arrière la batterie juste là. Moi perso j'utilise quasiment que de l'électroportatif aujourd'hui. C'est une batterie pour alimenter toute la même gamme d'outils, donc c'est vraiment très pratique. Sur le chantier, il n'y a pas besoin de tirer une rallonge. On fait du très bon travail maintenant. Les outils sont assez performants, même ceux qui marchent à batterie. Ce qu'on retrouve sur une scie circulaire, ici on a la poignée arrière, ici on a la poignée avant. Ici on a l'interrupteur de sécurité, juste ici. Là on a l'interrupteur de mise en marche. C'est-à-dire que si j'appuie sur la gâchette, sans déverrouiller l'interrupteur de sécurité, la machine ne se met pas en marche. Il faut que j'appuie sur les deux pour que la machine fonctionne. Ensuite, ici on a la lame, ici on a la flasque pour déverrouiller ou remettre une nouvelle lame. Ici on a le carter de protection. Il y en a qui vont appeler ça protège-lame escamotable, bref, vous avez compris l'idée. Ici on a le levier pour justement lever le carter de protection. Ici on a la semelle. Donc la semelle, il y a la partie principale ici et il y a la partie extérieure juste là. Ici on a l'inclinaison de la lame. Donc ici c'est ce qui va me permettre de changer l'angle entre la lame et la semelle de ma scie circulaire. On a fait le tour ici, on a également un petit réglage pour régler la profondeur et ici on a le moteur. Alors ça dépend des modèles. Ici moi c'est une belle machine, hein, c'est Works Nitro, vous l'avez déjà vu, j'utilise très souvent, ça fait plus d'1 an que j'utilise sur mon chantier. C'est le modèle WX 520. Si jamais vous cherchez un bon modèle de scie circulaire, il envoie du tonnerre, c'est un bon rapport qualité-prix, donc je vous le recommande, les yeux fermés. Et c'est un moteur qui est brushless. Tous les moteurs ne sont pas brushless. Concrètement, le moteur brushless, c'est un moteur sans charbon, donc c'est plus performant par rapport à d'autres types de moteurs. Mais voilà, vous avez souvent le moteur qui est à la gauche de la scie circulaire. Voilà, on a fait le tour sur le vocabulaire. Si vous connaissez tous ces différents composants, vous savez déjà comment fonctionne une scie circulaire. Allez, c'est parti. Première règle à respecter, c'est le positionnement de votre corps, de vos mains et de toutes les autres parties, vos autres membres du corps, vos bras, vos poignets, etc. Une erreur qui revient très souvent, que ce soit d'ailleurs avec la scie circulaire ou la scie sur table, c'est le positionnement. Si vous devez faire une coupe ici, ne restez pas comme ça. Positionnez-vous sur le côté. Le risque, c'est le risque de kickback. Un kickback, c'est difficile à traduire, hein, c'est un mot anglais, mais concrètement, c'est un recul brutal de la lame, de la machine. Et en gros, il va y avoir un rejet, il va y avoir un rebond, ce qui fait que la machine, elle peut venir faire un mouvement complètement archaïque. Et si vous avez vos mains qui sont autre part que sur la machine, bah vous risquez de vous mettre en danger, de vous couper une partie du corps, de vous couper un doigt ou plusieurs. Donc voilà, à retenir, positionnement pas dans l'axe de votre coupe, toujours sur le côté. Vos mains, si vous êtes débutant, ayez le réflexe, vos deux mains doivent être systématiquement sur la scie circulaire. Elles doivent tenir la machine. Si vous faites une coupe avec une main, déjà vous aurez beaucoup moins de force avec un seul poignet pour maîtriser la bécane. Et surtout, si jamais la machine, elle bouge, il y a un rebond, il y a un kickback et que vous avez votre main, par exemple, si vous faites une coupe ici comme ça, que vous avez votre main derrière pour tenir la pièce de bois et qu'elle recule, hop, ça va directement dans l'axe de vos doigts, de votre main, de votre poignet, et vous avez compris l'idée. Donc, règle numéro 1, positionnement toujours sur le côté de votre corps, et vos deux mains toujours sur la machine pour la tenir correctement. La deuxième erreur, c'est de ne pas couper droit ou de ne pas penser aux efforts de flexion et de compression. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est juste du bon sens. Cette machine, elle est utilisée uniquement pour faire des coupes droites. Donc, si jamais vous devez faire des coupes en forme arrondi ou des courbes, vous n'utilisez pas une scie circulaire. C'est aussi simple que ça. Il y en a qui l'utilisent, mais c'est dangereux. Donc, si vous êtes débutant, je vous le conseille vraiment pas. Si vous devez faire des coupes courbes, vous utilisez une scie sauteuse. D'ailleurs, si vous voulez voir comment utiliser une scie sauteuse de la bonne manière, je vous donne des astuces et je vous explique les erreurs à ne pas faire. Pareil, je vous mets le lien dans la description vers cette vidéo. Donc là, on est sur la scie circulaire. Le problème, si vous coupez pas droit, c'est toujours pareil, le risque de kickback. Pourquoi est-ce qu'il y a un kickback? C'est lorsque la lame est contrainte. Donc s'il y a un pincement de lame et que le bois vient se serrer contre la lame, c'est là où il y a le plus fort risque que la scie, elle n'aime tout simplement pas être contrainte et du coup, il va y avoir un
rejet, un recul brutal de la machine. Donc si vous coupez pas droit, vous avez commencé votre coupe mais que vous déviez un peu de la trajectoire, eh bien les dents elles risquent d'être contraintes par le bois sur les côtés. Donc c'est un premier risque que la machine fasse un kickback. Et la deuxième chose, c'est de bien réfléchir en amont aux efforts de flexion et de compression. Donc c'est pas compliqué. Si par exemple vous devez faire une coupe ici, que vous venez positionner votre pièce de bois là-dessus, qu'elle est surélevée des deux extrémités. Quand je vais commencer à couper, je vais enlever de la matière. Donc la gravité fait que la planche de bois, elle va être amenée en son centre vers le bas. Et donc si je commence à faire ma coupe, mais que le poids en plus que je vais mettre sur la machine, ça emmène les deux extrémités de la planche vers le bas, eh bien ça va en haut coincer ma lame. Et encore une fois, on a un risque de recul. Et donc pensez bien en amont à chaque fois, ok, il y a quoi comme effort? Est-ce que c'est un effort de flexion? Est-ce que c'est un effort de compression? Donc je vais me mettre dans une position pour éviter qu'il y ait cet effort. Si par exemple je veux couper ici, je vais venir mettre la planche de bois sur l'extrémité d'un plan de travail, par exemple, je vais fixer uniquement une extrémité d'un plan de travail et je vais pouvoir faire ma coupe sans qu'il y ait d'effort de flexion ou de compression. Ou alors, je vais mettre une planche martyre en dessous, bien régler ma profondeur de lame et je vais faire ma coupe pour faire en sorte que je sois directement sur une planche pour éviter qu'il y ait un effort de flexion et de compression et éviter donc le risque de kickback. Troisième erreur, c'est de forcer la coupe. Il faut laisser la machine avancer à son rythme. Je sais qu'on est dans un monde où tout va vite, mais si vous sentez que ça bloque, ça sert à rien de s'acharner. Prenez une pause. Soit c'est que vous n'êtes pas droit, soit que c'est un effort de flexion ou de compression, soit c'est que votre lame elle est plus du tout affûtée. Mais dans tous les cas, en forçant, vous allez risquer de faire des dégâts sur la section de bois que vous usinez ou sur vous-même, encore pire. Donc laissez la machine travailler calmement. Quatrième erreur, et celle-là, elle arrive beaucoup trop souvent, c'est de couper une pièce de bois sans l'avoir correctement fixée au préalable. Les gars, vous avez le temps. Il y a des fois, je vois des gens, ils tiennent la planche à une main et avec l'autre main, ils coupent, que ce soit avec la circulaire ou n'importe quel autre outil. Prenez un serre-joint, vous prenez le temps de fixer correctement la planche à votre établi, partout. Si un seul serre-joint ça suffit pas, vous en mettez un autre ici. Et ensuite, vous pouvez vous concentrer sur votre coupe. Normalement, vos deux mains, elles sont sur la scie circulaire. Donc si votre bois, il n'est pas fixé, c'est qu'il y aura une de vos mains qui ne va pas être sur la scie circulaire et dans ce cas-là, il y a un danger. Cinquième erreur, c'est de ne pas régler votre profondeur de lame. Donc souvent, et parfois moi ça m'arrive aussi, et c'est pas bien, attention. Le problème, si jamais on laisse la lame trop profondément, c'est qu'il y a beaucoup plus de risques. Si jamais vous avez vos doigts qui traînent, si jamais à un moment vous avez terminé et sans faire exprès, la lame tourne encore. Enfin voilà, bref, plus il y a de profondeur de lame exposée, plus vous risquez de faire des dégâts. Donc l'optimal, c'est toujours de régler la profondeur de lame pour qu'il y ait juste une ou deux dents qui dépassent de votre épaisseur. Concrètement, ça sert à rien que la lame elle dépasse de 3 cm par rapport à l'épaisseur de la planche que vous voulez usiner. Donc voilà, vous la réglez, vous laissez dépasser quelques millimètres, donc l'équivalent d'une ou deux dents par exemple, et le tour est joué, vous avez moins d'exposition de lame, donc moins de danger. Sixième erreur, c'est de ne pas utiliser une lame correctement affûtée ou alors une lame qui n'est pas appropriée par rapport aux matériaux que l'on va usiner. Typiquement, si vous devez couper un plan de travail de cuisine en granit, vous n'allez pas utiliser la même lame que si jamais vous allez juste couper des planches de coffrage. Donc ça, il faut le savoir, puisque si vous n'utilisez pas la bonne lame, soit c'est dangereux, soit votre coupe sera pas belle et on fait du bon travail sur cette chaîne. En tout cas, on essaye de s'améliorer de jour en jour. Si jamais vous sentez que vos lames elles commencent à forcer, c'est qu'elles méritent un bon petit coup d'affûtage et utiliser des lames qui sont appropriées par rapport aux matériaux que vous allez travailler. Petite pause dans la vidéo pour vous parler du sponsor Reolic. C'est pas la première fois. Et là, ils m'ont envoyé un de leurs nouveaux modèles, la caméra 4K Wi-Fi IK10 anti-vandalisme. Vous l'avez compris, le but de cette caméra anti-vandalisme, ça va être d'avoir une protection pour résister à tous les coups ou à des chocs. Ce boîtier tout autour de la caméra, il est fait justement pour résister aux chocs violents et aux actes de vandalisme intentionnel. Maintenant qu'on a compris que c'était une caméra robuste dont le but est de résister à tous les chocs et aux actes de vandalisme, ça ne s'arrête pas là. On retrouve tous les autres avantages qu'on a l'habitude d'avoir
avec Reolink. C'est une caméra de sécurité à la pointe de la technologie. Vraiment, sur l'application, l'interface elle est top. On peut tout paramétrer en fonction de ses préférences. Je peux lui dire de me notifier dès que ça vient détecter un mouvement. Donc ça peut être un mouvement de véhicule. Je peux lui dire de me notifier uniquement quand ça détecte un mouvement d'animal. Ou alors je peux lui dire de me notifier quand ça détecte un mouvement de personne. Là, c'est une caméra qui fonctionne à la Wi-Fi. C'est fluide, il n'y a pas de latence. C'est une caméra 4K avec une superbe qualité d'image. Même la nuit, on a une belle vision en couleur sans éblouissement. Bref, c'est une petite caméra au top, un petit bijou de technologie. Pour ceux qui veulent plus d'infos, je vous laisserai le lien dans la description et vous pourrez aller voir. Si jamais vous voulez investir dans une caméra de sécurité et que vous êtes dans une zone qui craint peut-être un peu, au moins vous êtes sûr que personne ne pourra la casser. Et j'espère en tout cas pour vous que vous n'aurez pas l'occasion de voir des gens essayer de tester. Septième erreur, c'est d'oublier d'attendre que la lame soit à pleine vitesse avant d'attaquer la coupe. Je m'explique, il y a des débutants qui mettent embuter la scie, donc les dents, sur la pièce à couper et ensuite ils démarrent. Mais ça, c'est pas bon puisque vous allez faire des éclats, c'est dangereux, il y a un risque de recul brutal de la lame. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous avez votre trait de coupe, vous venez stabiliser l'avant, donc l'avant de la semelle de votre circulaire contre votre pièce que vous allez couper. Vous mettez du poids quand même, faut bien la tenir, faut pas avoir les poignets qui tremblent. C'est vous qui maîtrisez la machine. Donc vous la stabilisez correctement contre la pièce. Vous venez la positionner correctement par rapport à votre trait de coupe. Et ensuite, vous laissez un peu d'espace. Vous allez démarrer la machine, attendre que la lame soit à sa plus haute vitesse de rotation. Et ensuite, vous démarrez votre coupe. Vous allez tout doucement au début. Si vous voyez que vous n'êtes pas aligné par rapport à votre trait de coupe, vous avez encore la marge de manœuvre de rectifier, d'aligner, de décaler un petit peu votre lame tout simplement, puisque la lame elle n'est pas rentrée complètement sur l'intégralité de l'épaisseur du bois. Donc à ce stade, il n'y a pas vraiment de risque de recul. C'est vraiment quand la lame elle est en plein dans le bois, si jamais vous déviez la trajectoire, qu'il y a un risque de recul. Huitième erreur, c'est de couper sans tracé de repère. Donc là, je viens de vous en parler. Bien sûr, vous ne faites pas une coupe à l'œil. Vous pouvez faire une coupe à main levée. Ça, on en fait souvent si vous commencez à être à l'aise avec la machine. Mais faites-vous toujours un repère. Voilà, c'est une règle qui est très bateau. Mais si vous voulez être précis, forcément, si vous n'avez pas de marquage à suivre, ça ne sert à rien. Lorsqu'on fait un trait, moi, je me mets toujours un petit repère pour savoir de quel côté du trait je dois couper. Donc le but d'un trait, c'est pas de couper sur le trait. Normalement, à la fin de votre coupe, on doit encore voir la moitié du trait, si vous êtes vraiment précis. Puisque si je veux faire par exemple une coupe à 20 cm de cette planche de coffrage, je me prends mes 20 cm, je me fais mon marquage, ensuite je trace l'équerre, et du coup, je veux pas être sur le trait pile poil, sinon j'aurai pas 20 cm exactement. J'aurai 20 cm moins la moitié de l'épaisseur de ma lame. Donc voilà, lorsque vous faites un trait, mettez-vous toujours un petit repère pour savoir de quel côté de votre trait vous devez faire votre coupe. Et sur la semelle de la scie circulaire, vous avez aussi des repères juste là pour vous aider et vous guider si jamais vous préférez utiliser le repère de la semelle. Moi, c'est vrai que généralement, je le fais vraiment à l'œil, je regarde pas le repère de la semelle, je me penche comme ça, position sur le côté, penche soit de l'intérieur, soit de l'extérieur puisque vous avez une petite fenêtre ici, et je suis mon trait vraiment à l'œil de cette manière-là lorsque je n'utilise pas des gabarits. Neuvième erreur, c'est de ne pas anticiper la fin de la coupe. Ça, c'est important. Si vous devez déligner tout seul des grands panneaux de contreplaqué ou d'OSB, alors forcément, lorsque vous avez commencé à couper, l'extrémité que vous avez commencé à couper, elle va baisser, c'est la gravité si elle n'est pas retenue. Donc ça risque de vous mettre dans des positions inadéquates, des déséquilibres, ou alors la planche, si jamais elle n'est pas retenue, elle va tomber, elle va s'exposer au sol, l'autre extrémité de votre coupe, elle va s'arracher, ou alors avec le contact au sol, les angles de votre planche de bois vont s'abîmer tout simplement. Donc anticipez la fin de la coupe, réfléchissez, ok, comment est-ce que l'extrémité de ma pièce que je suis en train de couper va tomber? Est-ce qu'il faut que je mette un tréteau supplémentaire? Est-ce qu'il faut que je mette une planche martyre sur mon tréteau? Est-ce qu'il faut que je mette une planche martyre sur mon plan de travail? Là, je suis sur un établi en palette, donc par exemple, si j'ai bien réglé la profondeur de lame, moi ça me dérangerait vraiment pas de couper à travers mes planches de palette, puisque voilà, c'est vraiment des planches martyres d'une certaine manière. Juste gardez toujours en tête que va faire l'extrémité de la planche que vous êtes en train de couper. Est-ce qu'il va y avoir un effort de tension-compression, ou est-ce que la planche va tomber dans le vide et ça va abîmer l'extrémité de la coupe, ou alors les angles de la planche?
10e erreur, c'est de travailler dans une mauvaise position. Et ça, c'est valable pour la scie circulaire comme pour n'importe quel autre outil. Même si vous êtes en train de planter des clous avec un marteau, mettez-vous dans une bonne position. Typiquement, le nombre de fois où je vois des gens, et ça m'est arrivé aussi, de travailler à même le sol, avec la planche en bas, ou alors mon pied qui essaye de la coincer. Voilà, on est tous en train de bricoler pour le plaisir, donc travaillez confortablement. S'il faut vous prendre 5 palettes et vous faire un établi provisoire dehors, c'est très bien, mais au moins ça vous évite d'avoir le dos tordu et de vous casser le dos et de travailler dans des positions qui sont pas agréables. Pareil, si jamais vous devez déligner un grand panneau, je le disais juste avant, lorsque vous allez faire votre coupe, si à un moment vous êtes loin, pensez à chaque fois à la suite, ayez un coup d'avance pour que vous soyez toujours dans une position agréable et surtout pas vous mettre en danger, parce que si vous êtes dans une position pas agréable, alors vous allez forcer plus, vous aurez moins de maîtrise sur l'outil et c'est souvent à ces moments-là qu'il y a un accident qui arrive. 11e erreur, ça commence à être un peu galère là de vous faire avec les doigts. L'idée, c'est de ne surtout pas oublier que la lame, elle continue de tourner, même quand vous avez relâché la gâchette. Il y a un petit temps de latence pour que la lame s'arrête complètement. Donc ça, gardez-le toujours en tête. Je me souviendrai toute ma vie, un accident sur un chantier, c'était pas du tout un débutant, quelqu'un de très bon. Un mec qui coupait vraiment en mode vraiment usine de nombreuses planches. Et à chaque fois, du coup, il venait prendre l'autre planche, il avait fini sa coupe. Et du coup, par réflexe, relâchement, on va dire, de la scie pour prendre l'autre section de bois qu'il allait couper, et la lame a été encore en mouvement puisque le gars allait vite et vraiment il s'est fait une belle entaille au niveau de la cuisse. Donc faites attention, ne manipulez pas la scie tant que la lame s'est bien arrêtée. 12e erreur, ne pas vérifier la présence de métal, de clous, de vis, d'agrafes dans le bois que vous allez couper ou alors sur vos planches martyrs. Donc pareil que lorsque vous utilisez une scie sur table, pareil que lorsque vous utilisez n'importe quel outil, une raboteuse, une dégo, faites gaffe à ce qu'il n'y ait pas de reste de métal à l'intérieur, sinon 1, c'est dangereux et surtout 2, ça va défoncer vos outils, ça va défoncer la lame, vous allez casser une dent, en plus ça peut être dangereux s'il y a vraiment un gros morceau de métal, ça peut éventuellement casser la lame, mais surtout la désaffûter. Donc faites bien attention. Typiquement là, si jamais je voulais faire une coupe directement sur mon plan de travail provisoire, mon établi provisoire en palette, bah forcément il y a des clous un peu partout, donc il faut que je me positionne correctement pour pas tomber sur un clou. Ou alors vous mettez une planche martyre où vous savez qu'il n'y a pas de métal et vous êtes déjà plus à l'aise. Treizième erreur, pareil, toujours un peu bateau, mais c'est important de le répéter. Soyez sur un support bien stable. Si vous mettez une planche de bois sur des tréteaux, sur un terrain qui n'est pas plat, ça bouge dans tous les sens, vous n'allez pas être bien, vous n'allez pas maîtriser votre outil, votre coupe elle sera pas précise, vous risquez de vous mettre en danger. Donc toujours ayez un support bien stable sur vos appuis et ensuite vous êtes dans des bonnes conditions pour faire votre coupe. 14e erreur, c'est les EPI, équipements de protection individuelle. Ça peut sembler bateau, mais laissez-moi vous raconter la petite histoire qui fait que maintenant, je suis beaucoup plus vigilant avec les EPI, notamment le casque de protection auditive et les lunettes. Alors les lunettes, j'ai toujours été assez bon pour les porter, mais c'est vrai que souvent le casque, je le trouvais pas, il était pas à côté de moi. Et ça m'est arrivé tellement de fois sur le chantier de faire des coupes sans casque. C'est pas bien. Encore une fois, faites ce que je vous dis, pas ce que je fais. J'en parle pas beaucoup, mais je suis pompier volontaire. Moi, ça fait plus de 5 ans que je suis pompier volontaire à côté. Du coup, quand on est pompier volontaire en France, on a du bol, on a un bon suivi médical. Et chaque année ou tous les 2 ans, on a, on va dire, un examen médical à repasser. Dans cet examen médical, il y a des tests auditifs. Et là, dernièrement, en fait, au niveau du test auditif, j'ai perdu énormément en acuité au niveau de mon oreille droite. Et je pense malheureusement que le chantier y est pour beaucoup. Donc, ne faites pas la même erreur que moi. Lorsqu'on est sourd, on ne le rattrape plus. Heureusement, j'entends encore, mais c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Prenez le réflexe de toujours mettre un casque auditif. Ça vous fait perdre 10 secondes, 1 minute s'il faut aller le récupérer dans la salle d'à côté ou dans votre atelier. Prenez le réflexe de toujours porter casque auditif et lunettes de protection. Pour ce qui est des gants de travail, des gants anti-coupure, etc., ça, il y a 2 écoles. Moi, ça m'arrive souvent de ne pas utiliser de gants parce que parfois, j'ai une moins bonne dextérité avec les gants, une moins bonne préhension et je trouve que c'est parfois plus dangereux d'avoir des gants que pas de gants. Maintenant, il faut faire preuve de bon sens. Si vous êtes en train de bosser avec des palettes, qu'il y a des écharpes dans tous les sens, bien sûr, vous mettez des gants et vous enlevez le risque de vous couper. Casque auditif, lunettes, masque. Si jamais ça fait de la sciure c'est pas bien pour vos poumons, donc protégez vos poumons aussi. Essayez de vous protéger au maximum, c'est dommage de s'abîmer le corps en faisant quelque chose qui nous plaît.
15e erreur, c'est de ne pas chouchouter votre outil, de ne pas l'entretenir. Le but d'un outil, c'est de l'utiliser, on est d'accord, c'est de lui mettre la misère, de l'exploiter comme il se doit. Mais il faut également en prendre soin et le nettoyer. Si vous faites beaucoup de coupes, si vous coupez du résineux par exemple, il va y avoir de la résine qui va s'accumuler, il va y avoir de la sciure de bois, il va y avoir de la poussière, des copeaux qui vont peut-être aller dans le moteur. Donc nettoyez vos lames, mettez un petit coup de soufflette au niveau du moteur de temps en temps. Et pareil, ça c'est quelque chose qui m'agace. Parfois je vois des gens couper une planche de bois et ensuite ils posent la scie, mais alors avec une délicatesse proche de zéro. Je sais pas si vous avez remarqué depuis le début de la vidéo, à chaque fois que je pose la scie, je viens la mettre comme ça entre deux lattes de la palette pour que ça ne mette pas de tension au niveau de la lame, pour éviter de la dérégler ou de l'abîmer. Si vous n'avez pas de palette, il n'y a pas forcément d'espace entre des lattes, posez-la à plat comme ça, doucement, sans la balancer, pour éviter d'abîmer la lame. Juste prendre soin de ces outils, c'est valable pour la scie circulaire comme c'est valable pour tous les autres outils qu'on utilise dans un atelier. La 16e erreur bonus, c'est de ne pas utiliser des guides ou des gabarits pour vous faciliter la vie et être plus précis dans vos coupes. Par exemple, si jamais vous devez faire des coupes transversales, moi de manière très fréquente, j'utilise ce guide rail universel de chez Craig en l'occurrence, c'est le modèle AccuCut. Vous l'avez vu déjà dans plein de vidéos, j'utilise ce guide pour venir couper mes panneaux de bois dans la largeur, pour faire par exemple mes caissons de cuisine, pour faire mes dressings, pour faire mes encastrements dans mon plan de travail, pour mettre l'évier, la plaque de cuisson. Donc celui-là, j'utilise très souvent et vous voyez d'ailleurs très fréquemment qu'il y a cette partie bleue, donc la deuxième partie du rail universel qui est à demeure sur la scie circulaire. Clap de fin pour cette vidéo, vous savez désormais les 15 erreurs qu'il ne faut pas faire avec une scie circulaire et à chaque fois j'essaie de vous donner les bonnes méthodes pour procéder. Mon but, vous l'avez compris, c'est d'essayer d'accompagner au maximum tous ceux d'entre vous qui débutent dans cette activité passionnante qui est le travail du bois en faisant ces vidéos, on va dire retour aux bases. J'espère qu'elles vous sont utiles, donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si c'est le cas. Si c'est pas le cas, dites-le moi également. Si vous avez des axes d'amélioration, des sujets que vous souhaitez que j'aborde, d'autres outils que vous souhaitez que j'analyse pour justement vous expliquer les meilleures astuces, les règles à respecter, les erreurs à ne pas faire, mettez-les moi également dans les commentaires. Je suis toujours preneur moi de critiques constructives, ça me permet d'améliorer de jour en jour et je lis tous vos commentaires avec beaucoup de plaisir. Si jamais vous souhaitez également une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces d'atelier et de bricolage en tout genre, c'est une vidéo gratuite, il faut cliquer sur un lien juste en dessous dans la description et je vous l'envoie automatiquement en fait dès que vous rejoignez la newsletter. Donc la newsletter, c'est une communauté de plus de 10 000 personnes qui sont abonnés à la newsletter et j'essaye d'envoyer de manière hebdomadaire, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, un mail dans lequel je vous donne des bonnes astuces, je réponds à certaines de vos questions et parfois quand j'arrive à négocier des bons codes promo avec certains partenaires, je vous mets également les bons deals dans cette newsletter, c'est souvent exclusif à la newsletter. Donc voilà, si vous voulez me rejoindre, le lien est juste en dessous dans la description, vous savez ce qu'il vous reste à faire et puis bien sûr, le plus important, c'est de vous abonner. Il y a trop de gens là d'entre vous qui regardent la vidéo mais qui ne l'ont pas fait, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour que vous ayez une notification dès que je vous envoie une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bricolez avec le smile en faisant attention. Vous l'avez compris, c'était le maître mot de cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.